Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 12 décembre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. L'activité autour du Black Friday aurait légèrement progressé en France, à lire sur Fashion Network. Le patron d'Intermarché est prêt à perdre des grandes marques comme Coca ou Nutella si elles réalisent des marges trop élevées, à lire sur BFM TV. Chine, que reproche-t-on exactement à la plateforme d'Ultra Fast Fashion, à découvrir sur e-commerce mag. Comment la grande récré ajuste prix, exclusivité et CRM pour regagner en visibilité, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 244 dans lequel je reçois Olivier Binet, le CEO de PrestaShop. Nous avons évoqué un enjeu devenu central pour tous les acteurs du e-commerce, à savoir comment rester maître de son activité dans un environnement désormais façonné par l'intelligence artificielle. Nous parlons souveraineté de la donnée, exposition des catalogues au LLM, nouveaux usages, GEO et agents de commerce, mais aussi des choix stratégiques qui engagent les marchands pour les années à venir. Un échange lucide et structuré qui apporte un véritable éclairage sur ce moment de bascule que traverse notre secteur. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En bref, cette semaine, alors que la France encaisse la liquidation de Brunt, dernier grand fabricant national d'électroménager, le retail redessine ses lignes de force, en quête de pouvoir d'achat, friction réglementaire et nouvelles pratiques de consommation. Cette semaine, l'actualité révèle un secteur en mouvement continu, à la fois secoué par les ruptures industrielles et stimulé par les innovations commerciales, digitales et sociétales. Ainsi, le Black Friday confirme une dynamique paradoxale puisque les Français achètent moins en volume, mais davantage en valeur, dessinant une consommation plus calculée. En moyenne, 236 € ont été dépensés durant la Black Week, un montant très légèrement supérieur à celui de 2024, alors que la participation recule d'1 point. Le commerce en ligne en sort néanmoins renforcé puisqu'il concentre plus de la moitié des transactions. De surcroît, ce glissement vers des arbitrages plus réfléchis se retrouve dans l'alimentaire puisqu'Intermarché assume désormais une posture offensive face aux grandes marques jugées trop margées. Le distributeur revendique une chasse aux surmarges au nom de la défense du pouvoir d'achat, quitte à se passer de références iconiques comme Coca ou Nutella. Dans un contexte où quelques produits festifs, foie gras ou saumon, s'affichent en légère baisse, tandis que d'autres flambent encore, comme le café ou le bœuf, les enseignes cherchent à restaurer la lisibilité prix plutôt qu'à multiplier les promotions spectaculaires. En parallèle, la seconde main et la réparabilité s'enracinent dans les usages, révélant une transformation durable des comportements. Selon le baromètre IFOP, Le Bon Coin, près d'un Français sur 2 a déjà offert un cadeau d'occasion et un tiers prévoit d'en glisser un sous le sapin cette année. Si l'économie demeure le premier moteur, l'écologie progresse et la perception se renverse puisque seuls 12% des sondés se disent déçus en recevant un objet d'occasion. Le mouvement s'étend à de nouveaux modèles, ainsi qu'en témoigne Wearware, plateforme française de location de vêtements entre particuliers qui combine esprit communautaire, récurrence d'usage et ambition de croissance rapide. De son côté, Castorama franchit un cap décisif en lançant un site dédié aux pièces détachées et une communauté SAV afin de prolonger la durée de vie des produits et de renforcer la relation client bien au-delà de l'acte d'achat. La réparabilité devient ainsi un levier stratégique et un marqueur de fidélisation. Cependant, la montée en puissance des plateformes chinoises continue de faire vaciller l'équilibre du commerce européen. 8 États membres menés par la France appellent Bruxelles à renforcer la mobilisation contre Chine, Temu et AliExpress en raison des risques systémiques liés à leur modèle.
non-respect des normes, pratiques jugées déloyales, surproduction massive et optimisation fiscale agressive. Dans le même temps, une analyse approfondie de Chine rappelle la puissance de son architecture industrielle et technologique, capable de lancer près de 10 000 nouveautés par jour grâce à une chaîne logistique ultra disruptive, tournée vers l'export, alimentée par la collecte massive de données comportementales. Les enjeux dépassent la simple question du textile puisqu'ils touchent à la souveraineté commerciale, à la régulation numérique et au maintien d'une concurrence loyale dans un marché intérieur. Sur un autre front, l'e-commerce entre dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle, alors que le secteur fête ses 25 ans d'innovation successive. Émergence des marketplaces, explosion du mobile, essor du retail média, l'IA générative s'impose comme une rupture comparable. Une étude SimilarWeb révèle que ChatGPT capte désormais 80% du trafic mondial lié à l'IA, tandis que les usages deviennent intergénérationnels et massifs. Bien que 95% des utilisateurs continuent d'effectuer des recherches sur Google, la nature des requêtes évolue, plus créative et plus complexe, et le trafic issu de l'IA apparaît plus qualifié. Cette hybridation des usages ouvre la voie à de nouveaux modes d'accès à l'offre, alors que les grandes plateformes résistent tant bien que mal à la désintermédiation possible promise par les agents conversationnels. D'ailleurs, cette tension entre innovation et régulation se retrouve notamment dans le nouveau cadre publicitaire imposé à Meta. Sous la pression du DMA et après une amende record, le groupe devra offrir aux utilisateurs européens un choix élargi entre publicité très personnalisée ou ciblage limité, sans pour autant renoncer au modèle économique qui soutient des centaines de milliers d'emplois sur le continent. Parallèlement, Meta renforce sa présence dans l'industrie en prenant une participation d'au moins 3% dans Essilor Luxottica, partenaire dans les lunettes connectées Ray-Ban. Meta, signe d'un rapprochement stratégique entre hardware, contenu et distribution. Enfin, l'actualité met en lumière deux trajectoires opposées du retail français. D'un côté, Yves Rocher accélère vigoureusement son expansion internationale, notamment grâce à un partenariat majeur avec Nykaa en Inde, tout en investissant dans l'omnicanal, la marketplace et la rénovation de son réseau. D'un autre côté, la Grande Récré poursuit sa reconstruction sous la houlette de Jouet Club, grâce à une stratégie prix clarifiée, un nouveau concept magasin plus inspirant et un CRM renforcé. A l'inverse, l'annonce de la liquidation de Brandt rappelle violemment la fragilité de l'appareil industriel français, puisque disparaissent avec lui les dernières marques historiques de gros électroménagers produites sur le territoire. Ainsi, la semaine révèle un commerce européen à la croisée des chemins, tiraillé entre pression internationale, accélération technologique et recomposition industrielle, mais aussi porté par des initiatives locales, des innovations de services et une exigence croissante de durabilité. Entre ajustements tactiques et mutations profondes, le retail continue de se réinventer, souvent contraint, mais toujours en mouvement. L'activité autour du Black Friday aurait légèrement progressé en France, selon une étude à lire sur fashionnetwork.com en date du 11 décembre. Moins d'achats, mais plus cher. Les Français ont dépensé en moyenne 236 € lors de la Black Week, fin novembre, soit 3 € de plus que l'an dernier, selon une étude de l'application de shopping Joko, spécialisée dans les remises et les codes promotionnels transmises mercredi à l'AFP. Portées par le commerce en ligne, les ventes ont augmenté de 0,4% en valeur, mais ont baissé de 3% en volume pendant l'événement commercial qui n'est plus cantonné au seul vendredi noir qui tombait cette année le 28 novembre. Joko a pris en compte la période allant du 21 novembre au 1er décembre. Selon une analyse des transactions bancaires de plus d'1 million de personnes, en ligne comme en magasin, et un sondage réalisé auprès de 60 000 utilisateurs sur son application, Joko présente un bilan couvrant 4 secteurs, mode, beauté, high-tech, maison. Dans la mode, la plateforme lituanienne de seconde main Vinted décroche la première place, occupée l'an dernier par Shein.
Le géant asiatique de l'ultra fast fashion chute à la 9e place. Dans la tourmente, après la découverte de la vente de poupées sexuelles à l'apparence enfantine et d'armes de catégorie A, Shein a suspendu en France l'accès aux vendeurs tiers et aux catégories hors habillement, expliquant cette baisse dans le classement de Joko. En catégorie beauté, Sephora passe devant une autre marque française de cosmétiques, Nocibé, tandis que le géant américain Amazon, sur la partie high-tech, et le néerlandais Action, pour la maison, restent premiers de leur classement respectif. Dans la catégorie high-tech, la plateforme asiatique Temu continue sa percée, grignotant 2 places et désormais 4e. Si l'événement est toujours incontournable dans le calendrier commercial des Français, Joko observe une très légère baisse de la participation, moins 1 point à 77%. Pour 62% des personnes interrogées dans le sondage, le Black Friday permet d'anticiper les achats de Noël et pour 57% de faire des économies sur des achats prévus. L'e-commerce tire son épingle du jeu dans cette étude menée par l'application avec 55% des achats réalisés en ligne. Début décembre, une autre étude émanant de Criteo, spécialiste des données de l'e-commerce, indiquait que le nombre de transactions en ligne avait augmenté de 3% lors de ce Black Friday avec une hausse de près de 6% du chiffre d'affaires. J'assume d'être violent dans les négociations avec Coca. Le patron d'Intermarché est prêt à perdre des grandes marques comme Coca ou Nutella si elles réalisent des marges trop élevées. À lire sur bfmtv.com dans la rubrique BFM Business en date du 11 décembre. Thierry Cotillard s'est exprimé sur l'ouverture des négociations commerciales entre distributeurs et industriels en affirmant sa position. Le patron d'Intermarché veut partir à la chasse aux surmarges. Thierry Cotillard, invité de France Info ce jeudi, a évoqué l'ouverture des négociations commerciales annuelles entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire. Des négociations à couteau tiré qui se grippent régulièrement et il assume désormais d'imposer une pression sur les grands industriels alors qu'Intermarché a déjà banni Heineken ou encore Red Bull. J'assume d'être très violent dans des négociations avec Coca ou avec Procter & Gamble. Leurs résultats en milliards permettent de penser qu'ils ont des ressources pour aider les Français, a-t-il affirmé. La situation est difficile. Sans Coca ou Nutella, les clients vous le font comprendre en partant ailleurs, mais notre rôle est de rendre les produits accessibles. Alors, on fait la chasse aux surmarges pour des industriels qui vont plutôt bien. Pour les plus gros, quand les petits vont moins bien, on a un rôle de péréquation, a poursuivi le distributeur. Il a défendu les marges d'Intermarché, environ 2%, en expliquant que celles-ci permettaient de réinvestir et d'embaucher. Il appelle également à la consolidation du secteur, alors qu'Intermarché vient juste d'intégrer des dizaines d'anciens points de vente Casino. Notre stratégie, c'est d'avoir une taille suffisante pour écraser nos coûts et baisser les prix. Il y a 8-9 distributeurs en France, alors que c'est beaucoup moins en Allemagne, a-t-il expliqué. Un panier de Noël moins cher qu'en 2024. Commentant ensuite l'inflation qui a pesé sur le panier moyen ces dernières années, Thierry Cotillard souligne que celle-ci se stabilise autour, voire en dessous des 1%. Et bonne nouvelle, les produits spécifiquement consommés à Noël, comme le foie gras et le saumon, vont avoir leur prix baissé de 4 et 3% respectivement sur un an. Les courses de Noël vont coûter un peu moins cher cette année, souligne-t-il. Reste que quelques produits continuent à être très sollicités, le café, plus 28%, ou le bœuf, plus 20%, et il ne se calme pas. Dans les deux cas, comme c'est le cas pour le chocolat ou le jus d'orange, c'est lié à une pénurie de matières premières, que ce soit à cause des aléas climatiques ou d'un cheptel qui ne se renouvelle pas en France, explique le dirigeant des groupements Les Mousquetaires. Les Français ont aussi conservé comme prix psychologique les prix de 2022 avant la hausse des prix liés à la guerre en Ukraine, affirme-t-il. Il faudra, selon lui, 2 ou 3 ans pour que l'on s'habitue à la nouvelle normalité, des prix très, très fortement rehaussés sur certains produits du quotidien. Shein, que reproche-t-on exactement à la plateforme d'ultra fast fashion, à lire sur e-commercemag.fr en date du 11 décembre.
La récente implantation de l'enseigne d'Ultra Fast Fashion Shein au BHV a provoqué un large émoi, mobilisant acteurs politiques, associations et consommateurs. Mais que reproche-t-on exactement aux géants asiatiques ? Retour sur un acteur dont le modèle soulève des questions inédites pour les acteurs européens. La récente implantation de l'enseigne d'Ultra Fast Fashion Shein au BHV a provoqué donc un large émoi mobilisant un peu tout le monde. Les critiques portent autant sur les conditions de travail jugées inacceptables que sur les conséquences écologiques et la destruction d'emplois dans le commerce traditionnel. Face à ces alertes, certains consommateurs répliquent qu'il y a hypocrisie. Après tout, le Made in China est partout et que l'on parle de Shein, Primark, Zara ou H&M. Le modèle reste similaire, mais cette comparaison est trompeuse. Shein n'est pas un simple distributeur. Son modèle ultra rapide, technologique et centré sur la collecte massive de données crée une disruption qui dépasse largement la problématique classique de la fast fashion et pose des enjeux sociaux, économiques, voire géopolitiques inédits. Une stratégie économique d'expansion. Pour comprendre l'enseigne Shein et son développement exponentiel à l'international, il faut d'abord savoir qu'il n'existe ni boutique physique, ni site e-commerce du géant de l'ultra fast fashion sur le territoire chinois. Alors que l'on peut trouver par exemple le site alibaba.com.cn, il n'existe pas de Shein.cn. CN étant le domaine national chinois officiel. Son développement est donc entièrement tourné vers les marchés internationaux, une stratégie politique assumée par les autorités chinoises. Le modèle économique chinois privilégie en effet la production industrielle massive et l'exportation par rapport à la consommation intérieure. La consommation des ménages ne représente qu'environ 40% du PIB chinois, contre près de 70% aux États-Unis, tandis que l'épargne des ménages reste très élevée. Shein devient ainsi un exemple concret de cette logique produire massivement pour les marchés internationaux plutôt que pour le marché intérieur chinois où la consommation reste encore limitée. Par ailleurs, son propre modèle d'e-commerce est venu disrupter le marché traditionnel des e-marchands. Le modèle des plateformes Shein et Temu fonctionnent selon des modèles radicalement différents de ceux des distributeurs traditionnels et c'est cette architecture qui crée leur puissance. Shein adopte un modèle de type first party, elle achète, produit et distribue ses propres articles en testant d'abord une petite quantité de styles grâce à une méthode appelée Large Scale Automated Test and Reorder, comme expliqué par la Harvard Business School. Lorsqu'un produit rencontre un certain succès après un lancement illimité, Shein commande des volumes plus importants, réduisant ainsi fortement le risque de surstock. Par ailleurs, la plateforme contrôle une chaîne logistique centralisée, expédiant souvent directement de Chine à l'international et court-circuitant ainsi les intermédiaires. Temu, en revanche, repose, selon l'entreprise, sur un modèle de marketplace croisé. Elle met en relation des milliers de fabricants et vendeurs, principalement chinois, avec des consommateurs internationaux. Ces modèles posent des questions sur la durabilité, les salaires, les conditions de travail et l'impact environnemental, des problématiques largement dénoncées au cours des dernières années. Paul Gassan-Yacoub, professeur associé à l'EDEC, soulignait dans nos colonnes, contrairement au e-commerce traditionnel européen, ces plateformes ont été conçues comme des outils technologiques avant d'être des commerces. Elles collectent des données comportementales massives, clics, likes, temps passé sur les pages produits, contenu de panier. Pascal Madry, directeur général de l'Institut pour la ville et le commerce, rappelle quant à lui ce ne sont pas des distributeurs traditionnels. Leur but est de mettre à bas le commerce physique en devenant incontournable lors des transactions. Shein et Temu inondent le monde de produits bon marché pour attirer les consommateurs et collecter des données qu'ils valorisent ensuite. Fast fashion et ultra fast fashion, saturation du marché et surproduction. Dans cette quête aux consommateurs et à la donnée, le modèle économique associé change. Yann Rivoilan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, explique « Shein illustre parfaitement le passage de la fast fashion classique à l'ultra fast fashion ». Alors que la fast fashion traditionnelle, incarnée par des marques comme Naf ou Zara, proposait quotidiennement entre 5 et 100 nouveautés, Shein en lance désormais près de 10 000 par jour,
créant une pression constante sur les consommateurs et sur les ressources. Nous pouvons parler de soft power. La mode fait partie intégrante de notre quotidien et la façon dont on s'habille n'est pas anodine. En s'imposant dans nos habitudes de consommation, Shein s'inscrit directement dans la vie des Français, explique-t-il. Cette surproduction entraîne une consommation énergétique considérable et un impact écologique réel. En 2024, le transport des produits de la plateforme générait 8,52 millions de tonnes équivalent CO2 selon les données de Reuters. À titre de comparaison, Zara émettait 2,6 millions de tonnes équivalent CO2 pour le transport selon Fashion Network. Enfin, en juillet 2025, Shein a été sanctionné par la DGCCRF d'une amende de 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses, notamment pour ne pas avoir pu justifier ses engagements environnementaux. Dumping économique et distorsion de concurrence. Dès l'arrivée de Shein et Temu sur le marché français, les acteurs du commerce et de l'e-commerce ont exprimé leur inquiétude face à un modèle de dumping économique. Contrairement à Amazon, dont la stratégie a pu être jugée agressive, la concurrence exercée par ces plateformes est jugée profondément déloyale. Lors d'une conférence de presse le 18 mars 2025, réunissant la Fédération française du commerce, la FEVAD et l'Alliance du commerce, les représentants ont dénoncé plusieurs pratiques. Non-respect des normes de sécurité. Selon une étude du UFC Que Choisir, sur 162 produits achetés sur Shein et Temu, 69% ne respectaient pas les normes européennes et 57% présentaient un risque réel pour les utilisateurs. Une enquête menée par le Toy Industry of Europe sur 19 jouets vendus sur Temu a révélé que 95% d'entre eux ne respectaient pas la réglementation européenne et présentaient un danger pour les enfants. Toute entreprise qui vendrait ces produits en France serait immédiatement condamnée. Exonération des droits de douane pour les colis de moins de 150 euros. Cet avantage favorise l'importation massive à bas coût. En 2024, 4,6 milliards de colis importés en Europe avaient une valeur inférieure à 150 euros, dont 91% provenaient de Chine, presque le double de 2024, 2,4 milliards, et 4 fois plus qu'en 2022. Cette exonération fiscale, actuellement remise en question, favorise grandement la plateforme Shein. Contournement des obligations fiscales. Les plateformes échappent aux taxes et aux réglementations, fragilisant les entreprises locales. Le patron de la coopérative U, Dominique Schelcher, rappelle à ce sujet lors de plusieurs interventions télévisées, notamment dans cet avou le 6 novembre. Shein paye 273 000 euros d'impôts en France, c'est moins qu'un seul de mes supermarchés. Le chiffre d'affaires déclaré par Shein en France est faible car l'entreprise recourt à un schéma d'optimisation fiscale soigneusement conçu, ce qui lui a permis de ne déclarer que 9,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour un bénéfice de 301 000 euros, comme le révélait l'informé en janvier 2025. Or, selon les estimations de Reuters, le géant chinois de l'ultra-fast fashion a réalisé 1,64 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Face à cette situation, Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, déclare qu'il est urgent de supprimer les avantages indus dont bénéficient ces plateformes, notamment l'exonération de TVA pour les petits colis et les tarifs postaux préférentiels. Nous demandons à la Commission européenne d'enclencher des procédures anti-dumping et anti-subvention. Non-respect du RGPD. Enfin, la plateforme Shein est visée par une procédure de sanction de la CNIL, l'autorité française de protection des données, pour des manquements graves au règlement général sur la protection des données, le RGDP, et la directive e-privacy. Un contrôle mené en août 2023 a révélé que les cookies publicitaires étaient déposés sur les terminaux d'utilisateurs avant même l'affichage du bandeau de consentement. L'ancienne ministre déléguée chargée du commerce, Véronique Louwagie, avait déjà appelé le 27 mai 2025 à envisager le déréférencement des sites comme Shein, jugés coupables de concurrence déloyale et non conforme aux normes européennes. Donald Tung, président exécutif du groupe Shein, affirmait lors de son passage à Paris en mars 2025 à l'AFP, nous ne focalisons pas sur la politique douanière, nous trouverons le moyen de fournir nos produits aux clients quoi qu'il arrive car notre modèle économique le permet.
Serge Papin, ministre des PME, du commerce et du pouvoir d'achat, a quant à lui déclaré lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale: nous sommes attaqués et il faut nous défendre. Les plateformes d'ultra fast fashion, souvent chinoises, pratiquent un dumping massif. Elles ne respectent pas nos normes sociales, environnementales, ni nos exigences de qualité produit. Selon Bloomberg, Shein a affirmé ce vendredi 7 novembre viser 2 milliards de dollars de bénéfices mondiaux en 2025, illustrant l'ampleur de sa stratégie industrielle et commerciale. Comment la grande récré ajuste prix, exclus et CRM pour regagner en visibilité. À lire sur republicretail.fr en date du 10 décembre. Après plusieurs années mouvementées, la grande récré mise sur une stratégie plus lisible pour retrouver de l'attractivité. Ajustement des prix, mise en avant d'exclusivité, refonte du CRM et actions marketing ciblées, l'enseigne recompose progressivement sa visibilité dans un marché du jouet en plein essor. Après plusieurs années de turbulence marquées par un rachat par Jouet Club en 2023, la grande récré aborde la fin 2025 avec un niveau d'attractivité en progression dans un marché du jouet particulièrement dynamique qui affiche, selon Circana, une croissance de 9% à fin octobre et un volume en hausse de 8%. L'enseigne réalise une performance supérieure avec 10% de progression à périmètre constant. Nous sommes dans un environnement très favorable au business et nos performances dépassent celles du marché, analyse Éric Talobo, directeur d'enseigne chez la Grande Récré. L'accélération a commencé après la rentrée, s'est renforcée en octobre et novembre, notamment dans la période du Black Friday, et se prépare à culminer en ce mois de décembre, porté par les licences, les nouveautés et l'essor du phénomène Kidult. Les licences atteignent un poids historique de 28,3% du marché français. Lego tire très fort sur le marché, tout comme les articles destinés aux adultes. L'une des grandes évolutions de ces dernières années est la montée en puissance des consommateurs de plus de 12 ans, confirme Éric Talabo. Le phénomène Kidult représente désormais 31% du chiffre d'affaires du jouet, soit plus d'1 milliard d'euros, et voit se multiplier les corners qui y sont dédiés chez les spécialistes. La reconquête par une politique prix lisible et offensive. Pour la grande récré, ce contexte porteur est surtout l'occasion de déployer une stratégie d'attractivité plus lisible et plus offensive. La politique prix constitue l'un des piliers de reconquête. Notre ambition est d'être totalement en phase avec les attentes des consommateurs. Les prix sont un élément décisif, mais nous voulons aussi garantir un rapport qualité-prix inattaquable, souligne Éric Talabo. L'un des dispositifs clés de cette stratégie est le Top Mass. Il s'agit du bon plan du mois avec un prix barré et des produits massifiés. Ce sont des produits au bon rapport qualité-prix, pas forcément des petits prix. Chaque mois, entre 7 et 10 produits sont mis en avant selon cette mécanique. 4 d'entre eux figurent systématiquement dans le top 20 des meilleures ventes hebdomadaires. Lors de leur mise en avant, ces produits voient leur vente multipliée par 3. En complément, l'enseigne lancera en janvier 2026 les mini-masses. Il s'agit de super plans qui répond à la demande de petits prix. La sélection inclura des véhicules radiocommandés ou encore des jeux de société renouvelés au minimum 2 fois par an. Elles sont pensées comme des valeurs sûres, faciles à offrir, avec un seuil psychologique fort autour de 5 à 10 euros. Ce palier reste déterminant pour beaucoup de familles. Il nous permet d'être accessibles tout en proposant des produits solides et attractifs, précise le directeur d'enseigne. Ce sont des petits produits coup de cœur présentés dans des zones permanentes composées de bacs à 5 à 10 euros, chacun contenant un produit phare mis en avant de manière continue. Une déclinaison estivale suivra. Cette innovation vise à encourager l'achat d'impulsion et à soutenir le panier moyen. Elle complète la solution d'idées cadeaux pensée pour désaisonnaliser la consommation et multiplier les occasions d'achat tout au long de l'année, notamment dans les périodes plus creuses pour le secteur. Nous voulons créer des moments d'achat en dehors des temps forts traditionnels et proposer des idées simples, thématiques, immédiatement compréhensibles, insiste Éric Talabo. L'attractivité passe aussi par une approche produit
plus sélective. La Grande Récré travaille un cœur d'offre de 6 à 7 000 références qui peut atteindre 10 à 15 000 selon les magasins. L'offre bénéficie de la force du groupe Jouet Club qui permet de mutualiser une partie des conditions d'achat, mais l'enseigne revendique une identité propre. La Grande Récré et Jouet Club sont deux marques différentes. Environ 80% de notre offre est commune, mais notre implantation urbaine et notre dynamisme événementiel créent une expérience distincte, explique Éric Talabot. Là où Jouet Club est historiquement un magasin de destination, souvent situé en zone commerciale, la Grande Récré occupe des zones de flux en centre-ville ou dans des centres commerciaux de grandes agglomérations. Le panier moyen s'établit entre 36 et 38 euros sur l'année en magasin, alors que le digital atteint 50 euros, un effet mécanique lié aux frais de livraison et à la nature des achats. Un nouveau concept magasin pour rendre l'expérience plus inspirante. Cette identité se renforce avec le déploiement du nouveau concept magasin. Le dernier en date, inauguré à Créteil-Soleil fin novembre, propose un parcours structuré qui s'ouvre sur une zone transgénérationnelle, se poursuit avec des univers créatifs et culturels, puis avec les catégories traditionnelles du jouet, avant de se terminer par les tendances du moment. L'objectif est de rendre le magasin plus inspirant, plus lisible et plus propice aux découvertes. Le jouet est devenu un marché culturel et transgénérationnel. Nous devons accompagner cette évolution sans être clivants, note Éric Talabot. À Créteil, comme précédemment à Limoges, ce nouveau parcours a été pensé pour fonctionner aussi bien auprès des familles que d'un public adulte de plus en plus présent. L'enseigne teste également de nouveaux formats, notamment un magasin éphémère de 150 m² dans le Val d'Oise contre les surfaces habituelles de 700 à 800 m². Ouvert d'octobre à janvier, il permettra de valider la pertinence d'un format compact dans les zones à très fort trafic. La reconquête passe aussi par le marketing et la visibilité. Le budget demeure confidentiel, mais l'enseigne a multiplié les formats cette année. Un nouveau film institutionnel a été diffusé sur Disney+, TF1, M6 et de nombreux replays avec pour objectif de réaffirmer l'identité de la marque. L'action la plus importante reste toutefois la collaboration avec la station de radio Énergie, pensée pour toucher le public jeune adulte. Capsules vidéo avec célébrités, émissions en direct, équipe Playzone et contenu sur les réseaux ont permis de créer un territoire d'expression différent et plus contemporain. Nous avons co-construit cette opération pour parler aux kidultes de manière naturelle sans nous enfermer dans un discours trop segmenté. Nous en sommes extrêmement satisfaits, a affirmé Éric Talabot. La présence de l'enseigne pour la première fois à la Paris Game Week participe de la même stratégie, capter les communautés liées au gaming, au streaming et aux licences. La relation client constitue un autre levier clé de transformation. La Grande Récré compte 3,9 millions de clients encartés, dont 2,1 millions actifs. Ce socle représente un atout déterminant pour la fidélisation. L'enseigne a lancé une refonte de son programme CRM afin de renforcer la segmentation, la personnalisation et l'intégration des mécaniques commerciales. Le digital, qui contribue à hauteur de 6 à 7% du chiffre d'affaires, reste principalement un outil de vitrine et d'inspiration. Le groupe observe par ailleurs que seulement 6% des clients sont communs entre la Grande Récré et Jouet Club, ce qui confirme une complémentarité plutôt qu'une cannibalisation. Un réseau qui se structure progressivement autour du modèle coopératif. Cette stratégie commerciale et marketing s'accompagne d'un développement plus structuré du réseau. L'enseigne compte aujourd'hui 110 magasins, dont 69 intégrés avec 2 ouvertures en 2025. Le modèle coopératif, dans la continuité de celui de Jouet Club, se déploie au rythme de 15 à 20 transformations par an. 3 primo-accédants ont récemment rejoint l'enseigne et Jacques Baudoz, le patron du réseau et de Jouet Club, possède désormais 5 magasins, dont 2 la Grande Récré. Selon Éric Talabot, la dynamique des adhérents est particulièrement forte, avec une croissance moyenne de 20%. Particularité issue de l'héritage de la Grande Récré, le réseau compte aussi une partie de franchisés, même si l'objectif à terme est de retrouver le modèle de coopératif du groupe. L'objectif est d'atteindre
Entre 130 et 150 magasins pour couvrir efficacement le territoire. Le réseau compte par ailleurs 8 magasins parisiens intramuros, dont 3 d'entre eux figurent dans le top 5 national, aux côtés de 2 magasins de province. Dans le cadre des opérations de restructuration, 18 cessions sont prévues en 2025, dont 3 bascules vers Jouet Club, sur un périmètre total de 86 magasins concernés, soit plus de 20% du parc. Pour 2026, 25 sessions supplémentaires sont anticipées. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.